Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, je continue à décliner mon petit sujet sur les systèmes de jeu génériques en vous permettant de découvrir probablement un système de jeu que vous connaissez mais dont vous ne connaissez pas, on va dire, peut-être ses spécificités en termes de système générique qui a alimenté plusieurs gammes de jeux vraiment très originales et très diversifiées. Et je vais vous le montrer avec ce que je vais vous présenter. Je veux parler du Masterbook que voici. Le Masterbook System, donc qui était le système spécifique de West End Game, qui avait été développé au départ pour ni plus ni moins que voilà mon jeu de rôle sûrement multi-univers préféré. Je veux parler de Torg, voilà. Donc si on parle aujourd'hui d'un système, on parle de celui-ci. La Torg, en fait, il avait été d'une certaine manière, donc ça c'était au début des années 90, un système vraiment extrêmement novateur qui avait prouvé par les spécificités de Torg, donc un multi-univers, qu'il pouvait se décliner justement pour être utilisé pour des univers extrêmement différents, donc préhistorique, pulp, espionnage, cyberpunk, fantasy, horreur, etc., etc. Et donc, bah, ça a donné l'idée à donc West End Game, à l'époque, qui était quand même une petite société qui avait le vent en poupe, qui avait déjà un système de jeu euh, quasi générique, qui va être utilisé comme tel après, qui est le système D6, qui avait donc été développé, enfin qui est surtout connu, on va dire, pour Star Wars, mais qui avait été développé, on va dire, avec... je vous renvoie à mes vidéos avec Ghostbusters, hein, c'est le premier, on va dire, à avoir bénéficié justement de ce système du D6 système. Et ben, là, ils ont développé un système de jeu au départ donc pour Torg à base de D20. Et bon, après, ça va être décliné de la même manière avec 2D10. Mais ça va fonctionner exactement de la même manière. C'est juste que, voilà, au niveau des statistiques, évidemment, le D20 est beaucoup plus linéaire. Là où le D10 est beaucoup plus, voilà, fait plus une courbe de Gauss. Ce qui était, on va dire, l'effet voulu avec donc spécificité évidemment aussi de relance. Donc là, pour Torg, les spécificités au niveau du système, c'était relance sur 10 et 20. Enfin, 10 pour les personnages dits normaux et 20 pour donc les chevaliers des tempêtes. Hein. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur Torg qui exprime ces petites spécificités. Mais donc on était dans un jeu qui se voulait extrêmement héroïque et donc bah, on va le retrouver évidemment, on va retrouver cet aspect dans les différentes déclinaisons que je vais vous présenter, puisque donc quand c'est devenu un système de jeu, bah, voilà, il y a eu donc un livre de jeu qu'on pouvait acheter à part, un livre de règles donc de 176 pages qui présentait vraiment les spécificités du système. Donc il y avait quand même des petites différences hein, avec le Torg de base, en tout cas la première édition telle qu'on la connaît. Par exemple, ils avaient revu les attributs. Les attributs de cette version étaient donc agilité, dextérité, endurance, force, intellect, raison, confidence. Donc c'est en fait votre assurance, volonté d'une certaine manière. Bon, il y a volonté évidemment dans les compétences qui en découlent, et charisme. Et ça va servir de base, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 attributs vont se décliner, comment dire, donc en une grande liste évidemment de compétences. C'est un système attributs-compétences, hein, comme on pouvait en trouver très classiquement comme cela dans les années 90. Hein, c'est vraiment la spécificité quasiment des systèmes des années 90, attributs-compétences. Depuis, on va dire, le basic role-playing system, ça devenait, on va dire, quasiment la norme, hein, et qui existe encore aujourd'hui. Système attribut compétences, alors tout le monde hurle, oh là là, c'est vieux, on pourrait quand même passer à autre chose. Je suis désolé, d'une manière générale, on a rarement fait mieux et plus efficace. Bon, c'est mon avis de vieux con. Peut-être que certains ne le partageront pas, mais en tout cas, voilà. Donc, des attributs qui allaient d'à peu près 7 jusqu'à 13. Donc, ça, c'était pour l'échelle, comment dire, de Torg. Hein, l'échelle était à peu près la même, même si la liste des attributs a été quelque peu changée. Euh, et donc, on avait pour ce système de jeu un système avec donc une table générique qui permettait donc en fonction donc du jet de dés de générer un bonus, sachant que quand évidemment on faisait comment dire
Donc non, normalement c'est quand on faisait, alors que je ne confonde pas, parce que donc dans Torg c'est sur 10 et 20, et donc là c'est est-ce que quand on faisait un double on relançait. J'ai un doute, mais normalement donc il y avait on va dire quand on faisait un nombre spécifique, et ça devait être probablement un double, on pouvait relancer et c'était donc des doubles open évidemment, qui permettaient donc d'accumuler comment dire, un total. En fonction du total que vous faisiez, vous aviez un bonus et ce bonus vous l'ajoutez à votre caractéristique ou à votre attribut ou à votre compétence et vous devez égaler ou battre une difficulté pour réussir votre action. Jusque là, on va dire le système avec un petit peu de, on va dire d'habitude était très très facile d'emploi. Moi en tout cas c'est un système que je pratique depuis plus de 30 ans et franchement j'en ai vraiment pas, on va dire, j'ai l'habitude on va dire, donc il n'y a pas de souci, décidément ça va pas passer. Le chat que j'ai dans la gorge, désolé pour le chat. Alors que j'essaie de retrouver comment dire au niveau de ces relances parce que cela me perturbe, je ne sais plus comment dire justement comment... alors, Die System, voilà, je le refais en direct. Hein, roll again. Oui, si on obtient un 10 sur l'un des deux dés, on a le droit du coup de relancer. Et on continue à relancer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est là, comme c'est 2 dés 10 à lancer, si l'un des deux dés donne 10, ça donne donc une relance possible et donc le 10 se relance. Voilà. Donc, j'étais pas loin, comment dire, de la chose. J'ai confondu parce que c'est le même créateur. C'est la même personne qui a fait le système de DC Heroes et DC Heroes quand on fait un double on relance. C'est pour ça que j'ai eu un doute entre tous les systèmes de jeu que j'ai fréquentés. Vous m'en excuserez quelque peu d'avoir parfois quelques petits, on va dire, quelques petites des fils qui se touchent comme dirait l'autre. Sinon, à part donc ces systèmes attributs compétences, ce moteur de système autour de générer un bonus en lançant donc 2d10 et on ajoute le bonus généré à une compétence ou un attribut pour battre une difficulté. Comment dire, les dégâts comment dire, se gèrent spécifiquement par une table comment dire, de résultats où donc en fonction du niveau de blessure, c'est-à-dire du niveau de dégâts plus le bonus que vous rajoutez, vous allez comparer ça évidemment à un score d'armure qui est la somme de endurance plus le score de l'armure en question et la différence va vous permettre de déterminer l'écart et l'écart représente on va dire un certain nombre donc, de blessures de K ou O et de points de choc. Les points de choc c'est les points de fatigue, le K et le O c'est un résultat spécifique. Si vous marquez un K puis un O, vous êtes KO, vous êtes hors combat, donc voilà, KO comme son nom l'indique. Et les blessures s'accumulent, donc on commence à blessures légères, blessures graves, blessures mortelles et mort. Et donc si jamais quand vous êtes en blessure mortelle, vous accumulez soit un KO, soit on va dire des points de choc, et ben vous mourrez, on va dire, si vous perdez conscience en clair. Voilà, c'est pour on va dire, simuler le fait que l'accumulation, on va dire, de pertes de sang, de dommages internes, etc., finit par vous tuer. C'est tout, c'est la simplicité. Même moi je trouve que voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec ce système, si ce n'est évidemment sa spécificité. Alors, sachant que il y avait un système, comment dire, donc dans celui-ci, en dehors des niveaux de blessure, il y a aussi, on va dire, un système qui peut se substituer, qui est un système de life point, qui est, on va dire, proposé de manière générique à la place justement, qui permet en fait, puisqu'il y avait comment dire, les possibilités comment dire, dans Torg, d'être en fait des points de survie d'une certaine manière. Les life points, c'est des points de survie qui permettent de diminuer comment dire, les dégâts et d'avoir également des possibilités de relance, etc. Alors là, c'est surtout pour avoir les relances et réduire donc les dommages et les effets des interactions. Voilà. Donc ça c'est pour remplacer, comme je disais, les possibilités d'entente qui elles permettent quand on les dépense soit de réduire les blessures de manière assez importante hein, quand même. C'est à peu près du même niveau hein, enfin bon, si vous choisissez évidemment un système de jeu héroïque, ça sera en fonction du nombre de lifepoints que vous allez donner à vos joueurs. Généralement voilà, les personnages d'Antorg en avaient 10 de base
ils en accumulaient, c'était leur XP aussi, hein, ils pouvaient les dépenser après pour augmenter leurs compétences. Dans Torg Eternity, ils en ont attribué systématiquement, et on va dire ils ont après des points spécifiques eux pour l'expérience. Mais avant, dans Torg, en tout cas première il a 1.5, les deux choses étaient cumulées. Ce qui était, on va dire, à la fois un mal et un bien, mais bon, on pouvait en discuter. Hein. C'est toujours, voilà, est-ce qu'on doit mélanger les XP et les points en quelque sorte qui permettent aussi d'être dépensés en partie pour faire des actions extraordinaires. C'est vrai que quelque part, ça peut parfois poser problème. Mais donc on avait ça, quelle autre encore chose, c'est à ça que je voulais en venir, c'est la fameuse, on va dire, carte, enfin, il y a d'autres spécificités, les cartes d'une part, mais aussi comment dire, la fameuse charte des scores, qui était vraiment quelque chose de super, mais alors super innovant, en dehors aussi donc, du système de magie, qui était quand même très intéressant. Alors j'essaye de le retrouver, elle est où la fameuse charte des scores, j'arrive pas à la retrouver. Alors, il faudra que peut-être j'aille la chercher dans une des autres déclinaisons, car on avait affaire quand même à des créateurs qui étaient des profs de maths. Il y avait aussi quelque chose, d'ailleurs c'est vrai que je le vois quoi, en passant là ici, dans Torg il n'y avait pas comment dire, du système de background, d'avantages, désavantages, ce qui existe évidemment aussi dans le système donc, de Masterbook, ce qui était on va dire également un grand classique. Donc, les attributs dérivés, alors décidément, je vais pas réussir à le retrouver. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça quand je vais vous montrer comment dire l'un des. Donc voilà, ça c'est la table de base de résultats, voilà, où donc il y a les résultats des blessures, des interactions sociales, des comment dire, manœuvres, des ruses, etc. Et de ce qu'on appelle aussi les surpassements. Donc on avait la possibilité, chaque on va dire score donnait lieu comment dire, à une valeur qui vous permettait de dire bah, je peux soulever tant, je peux courir à telle vitesse, etc. Et il y avait possibilité d'améliorer ce score limite en se fatiguant évidemment, donc en prenant des points de choc et en faisant donc ce qu'on appelle un surpassement. C'était vraiment la base de la base du système. Mais j'arrive pas à retrouver la charte des scores. Dans le système de base, visiblement, ils ne la décrivent pas, ce qui est un peu gênant. Tant pis, c'est pas grave. Je vais vous le montrer, comment dire, avec une de ces déclinaisons. Car il y a eu sur cette gamme de nombreuses déclinaisons. Donc, en dehors de Torg, que je vous ai déjà montré, donc je vous renvoie à ma vidéo spécifique, comme ils avaient comment dire, les droits de Star Wars, ils ont fait un jeu de SF dans lequel ils ont recyclé en fait toutes les idées que Lucasfilm à l'époque leur avait dit non, ça vous mettez pas dans Star Wars. Parce que autant on peut dire que le jeu de rôle a développé énormément d'éléments qui sont devenus canons désormais dans l'univers de Star Wars. Plein de petits développements qu'on n'a pas idée, mais qui sont donc, on va dire, devenus des choses, on va dire, faisant partie intégrante de l'univers de Star Wars. Autant il y a des idées qui ont été refusées, et c'est pour ça que donc ils ont décliné Shatterzone, donc un jeu de SF. Donc Shatterzone, lui, est sorti. C'est au tout début des années 90, hein, Shatterzone, c'est 93. Alors à savoir que il y avait, la gamme était présentée comment dire, de différentes manières. On pouvait donc acquérir le livre de base seul et le livre par exemple d'univers tout seul, comme par exemple là pour Blood Shadows, dont je vais vous parler dans un instant. Et sinon on pouvait acquérir le système complet avec son univers dans une boîte, ce qui était le cas donc pour Shatterzone, qui était donc paru en 93. Alors, j'ouvre la boîte, et dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc les fameuses cartes dont je vous parlerai. Il faut que j'en reparle des cartes et que je vous montre aussi cette maudite charte des scores que j'ai pas réussi à retrouver dans le livre de règles. Donc Shatterzone, c'était l'une des premières déclinaisons en fait, hein, du Masterbook System qui était sorti. Et donc il y avait un livre de règles, mais bon, c'était un livre de règles spécifique, c'est pas un livre de règles. Enfin, il était généraliste, mais avec quand même les couleurs de Shatterzone. Il a donc après été décliné sous cette forme-là dans les autres boîtes de base et pouvait donc être acheté séparément, comme je le disais. Donc là-dedans, on avait toutes les règles de jeu, donc le système attribut-compétences avec la fameuse valeur, voilà, la fameuse table dont je vous parlais, la table des valeurs. Donc c'est une table logarithmique
Donc c'est un système mathématique qui permet, on va dire, de décrire chaque valeur, comment dire, de manière exponentielle, c'est-à-dire que le palier suivant, c'est pas du 1 pour 1, donc si vous franchissez pas un palier, bah, vous n'avez pas une valeur qui est égale à juste plus 1, on va dire, en valeur effective. Donc vous passez de 1 à 2, bah, ce n'est pas qu'un plus 1. Votre valeur effective est multipliée quasiment par 1,5. Voilà, à peu près. On va dire ça. Donc, ça donne petit à petit des valeurs donc dites justement voilà, exponentielles. Et donc, bah, ça permet en fait de simuler énormément de choses dans l'univers. Tout est traduit en fait dans l'univers de jeu en score, que ce soit donc votre force qui va vous dire bah, vous pouvez soulever tant, ou la vitesse d'un véhicule qui va dire bah, le score de vitesse permet au véhicule d'avoir une vitesse de croisière de temps, ou un score d'armure qui va permettre de résister à, on va dire, à tant de dégâts, etc. Donc ça c'est la base comment dire, du système. On va dire, toutes les valeurs physiques sont traduites en score de jeu, ce qui va permettre donc de manier ces valeurs en jeu pour savoir quels sont les résultats, on va dire, de différentes actions, de différentes choses. Et donc ça, c'est la base, comment dire, du système en question, avec ce système de résolution spécifique, donc à base de 2 des 10 qu'on ajoute. Et donc si on fait un 10 sur l'un des deux, on relance et c'est du open. Voilà. Toujours avec donc la difficulté à battre. Donc, on a des tables également diverses et variées, bah, c'est les mêmes, celles que je vous ai montrées, les tables dites d'interaction, avec la table donc, de dégâts en fonction de la marche que vous faites. Vous allez donc avoir les résultats, comme je disais, nombre de points de choc, résultat chute, résultat donc WND, c'est blessure, wound, les K, les O, et donc les points de choc que vous recevez, qui n'est pas évidemment exactement la même table. Parce que là, c'est une table, on va dire, plutôt à l'échelle humaine, alors que donc, dans Torg, ils avaient une table spécifique pour les personnes dites les héros chargés de possibilités, les chevaliers des tempêtes. Donc là, on vous décrit tout le système de la même manière que dans le livre de base spécifique que je vous ai montré, le livre de règles, le Masterbook, mais évidemment plus tourné autour, on va dire, d'un univers de SF. À savoir que donc Shatterzone donc, est un univers de SF assez classique, avec donc des vaisseaux qui passent la vitesse lumière, donc une spécificité à l'univers, donc c'est cette fameuse Shatterzone, donc des zones de l'espace où concrètement les étoiles ont l'air de s'éteindre et disparaissent, donc évidemment ça crée des petites angoisses, comment dire, à certaines personnes. Voilà, on peut jouer donc plutôt exploration, il y a des corporations qui permettent évidemment de financer vos expéditions, ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, donc l'univers est assez classique, et comme je vous dis, c'est le recyclage d'à peu près toutes les idées, on va dire, qu'ils avaient eues dans Star Wars, et qui ont été refusées par, on va dire, Lucasfilm. Donc voilà, un univers là de 96 pages, en plus du livre de règles, et donc un système de création de personnages, un Player's Book spécifique, qui décrit les règles de base à l'usage du joueur et la création de personnages. Sachant que donc, le personnage se décline de cette manière, et on a donc un fameux système également spécifique au Masterbook, comme je le disais, donc avantages, désavantages, qui permet d'obtenir des pouvoirs, des contacts, des ressources, des choses, et en contrepartie, vous pouvez avoir une maladie, comment dire, des avantages spécifiques, alors que j'en cite, parce que ça fait celui-ci, Shatterzone, j'ai utilisé le système pour développer mon propre univers, parce que j'aimais pas trop, je trouvais que l'univers de Shatterzone était un peu simpliste, on va dire, enfin du moins il n'était pas assez étayé, était trop classique pour moi. Donc je me suis dit, autant faire les choses le mieux possible par soi-même. Donc Background Generation, c'est j'y suis, avec donc ce qu'on appelle donc les compensations. Donc si on voulait par exemple être un alien, il fallait prendre évidemment un avantage particulier. Pour ça, donc on avait donc les tables d'habilité spéciale, donc pour avoir évidemment des caractéristiques
spécifiques d'aliens ou on va dire d'humains augmentés d'une certaine manière, des contacts, des éléments culturels, de l'équipement spécifique, une valeur donc également aussi de réputation, et qui devait donc être compensé avec des désavantages, des faiblesses que vous pouviez mettre à votre alien, qui avait donc une faiblesse quelque part. Voilà, il était, je sais pas moi, sensible à la kryptonite. Non, je déconne. Ou on va dire, la personne était recherchée, la personne était amnésique, avait une dette, voilà, c'est ça. Donc il y a une table de dette, il y a une table également de bigoterie. Voilà, donc vous êtes vraiment très, très ancré sur une idéologie plus ou moins politique ou religieuse, et donc c'est pas très. Voilà. Vous avez un ennemi, vous êtes pourchassé, vous avez une sale réputation. Donc on compensait cela, et ça permettait vraiment d'avoir un personnage assez unique, à savoir que c'était un nombre de points d'attributs à répartir entre les 8 attributs, et un nombre après de points de compétences à répartir aussi dans les compétences, et on pouvait choisir des spécialités. Donc globalement, le système de création était vraiment assez simple. Moi je trouve en tout cas que ça marchait plutôt bien. Au niveau des avantages et des compensations, il fallait, on va dire, limiter un petit peu pour que ce ne soit pas la foire ou n'importe quoi. Et voilà, et on avait même, voilà, ça c'est dans un des suppléments, le fameux écran, donc c'est un écran, on va dire, vraiment tout simple, qui était encarté dans un des suppléments de Shatterzone, avec tous les tableaux dont vous aviez besoin, côté joueur et côté MJ. Voilà, et également, c'était la spécificité aussi des suppléments Masterbook, ils avaient donc un quarterly, donc ça a été initié dans Torg, donc il y avait les chroniques de Torg, qui donnaient en fait des idées de scénario, des petits bonus supplémentaires, qui permettaient donc d'avoir vraiment quelque chose de vivant, un univers en tout cas, et une gamme vivante qui avait, où on va dire le joueur, comment dire, était, enfin les joueurs et les campagnes des MJ avaient un impact potentiel sur la gamme. C'est ce qui était proposé dans Tor. Donc dans la boîte, il y avait 2 D10 spécifiques. Voilà. C'est des dés marbrés, voilà, comme vous le voyez, c'est les dés d'origine. Ils sont pas très beaux, mais bon, on s'en fout. Et surtout, ce qu'il y avait, et c'était ça qui était intéressant d'acheter, c'est pour ça que c'était intéressant d'acheter les boîtes, c'est qu'il y avait les cartes dites Dramadeck. Donc, c'était un des points également très importants du système, en plus donc de ce système logarithmique et d'autres choses. Et je viens de débrancher mon ordi, bravo. Et donc, le système était double face, donc il y avait une face, comment dire, pour le joueur, une face pour le MJ. La face joueur, c'était donc une main de cartes qui leur permettait d'avoir des bonus de court-circuité. Donc par exemple, voilà, là vous avez une carte présence qui vous donne un bonus de plus 3 pour les actions de charisme, on va dire d'assurance et de toutes les compétences apparentées. Et au niveau du MJ, vous aviez les lignes d'action pour les combats. Donc l'initiative était gérée, comment dire, par cela. Donc on vous disait qui était le groupe qui avait l'initiative. Si on était en système standard ou enfin en mode standard ou dramatique, donc si on va dire on est à un point du scénario qui est on va dire standard, que c'est une scène on va dire qui n'est pas une scène importante, qui n'est pas la scène on va dire dramatique finale du scénario, on utilisait la ligne standard. Et donc ça vous donnait d'une part G, donc c'est Game Master, donc c'était là ça donnait l'initiative au personnage du maître du jeu, avec un effet spécifique à chaque fois. Donc là ils sont stinged, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas relancer leur dé sur un 10. Ils sont ce qu'on appelait, on va dire en Torg, c'était bloqué. Les joueurs, les players, n'ont rien de particulier. Alors qu'en dramatique, les players, ils ont l'initiative, par exemple sur stade 4, mais ils ont un setback. C'est-à-dire que si jamais donc il leur arrive un retour, on va dire un événement inattendu qui vont compliquer la situation. Alors que les personnages du Game Master, eux, ils seront on indique au Game Master que ça serait bien qu'ils fassent une action de sarcasme ou d'intimidation pour essayer justement de mettre à mal les personnages. À savoir que les interactions sont gérées de telle manière qu'elles ont vraiment un effet à chaque fois en jeu. Elles n'ont pas qu'un effet roleplay, elles ont un effet aussi spécifique en termes ça va limiter les possibilités du personnage, en termes de dépenses de cartes,
ça va leur donner, pour certaines choses, ça va les fatiguer, ça va les bloquer, donc empêcher les relances, etc. Donc ça va vraiment être très impactant. Les actions approuvées toutes, donc c'est-à-dire c'est les actions si vous les faites dans le round qui vous permettent de repiocher une carte. Parce que vous avez une main, donc c'est une main normalement, alors ça dépend évidemment des versions du jeu. Dans Torg, donc c'est normalement en fonction du nombre de joueurs, c'est généralement 3 ou 4 cartes. Si le joueur est tout seul, il va en avoir 5 ou 6. Si mes souvenirs sont bons, il faudra revoir le barème. Parce que je vous dis, ça dépend des versions du jeu. Mais bon, en tout cas, vous avez une main et chaque tour, vous mettez une main dans votre jeu découvert et c'est seulement les cartes de votre jeu découvert que vous pouvez jouer. Voilà. Donc, globalement, il y a tout ça. Ça peut vous donner, donc en dehors de bonus, genre un résultat comme idée. Donc voilà, le LJ, si vous décancez cette carte, va vous donner une idée. Vous avez des cartes aussi dites d'intrigue secondaire. Donc là, par exemple, vous jouez romance. Donc, vous allez avoir une histoire d'amour avec l'un des PNJ. Qui fait que comme si vous le jouez sincèrement à la table de jeu, ça va vous donner des bonus. Vous allez gagner des points d'XP en fait. Voilà. Vous avez la carte par exemple Connection, donc contact, vous permet, vous arrivez quelque part, vous jouez cette carte, vous avez un contact qui va vous aider à trouver du matériel ou quelque chose, etc. Donc après, Haste, c'est un grand classique, ça vous donne une action supplémentaire. Hero, qui vous donne un life point supplémentaire pour faire donc des relances et gober des dégâts, comme je vous l'ai expliqué, etc., etc. Des cartes aussi qui vous permettent de récupérer des cartes. Il y a de quoi vraiment faire des combos en groupe, en tout cas pour ce qui est de Torg, puisque je joue beaucoup à Torg en ce moment, de manière régulière, une campagne qui dure depuis déjà plusieurs années, avec le monde de Torg Eternity, même si j'utilise le système de première édition. Voilà, le système de cartes est très avantageux pour les joueurs. Vraiment, jouer sans, ça rendrait la vie de vos joueurs vraiment très 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 compliquée. Et là, ça donne vraiment toute la dimension héroïque. Hein. Voilà. Donc, si jamais le système vous intéresse, préférez quand même acheter les boîtes qui contiennent les cartes. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, dans la gamme Shatterzone, donc, qui comme je disais est un système, surtout le système avec un monde de SF assez classique, il y a eu quelques suppléments. Donc voilà, Brain Burn qui est un supplément plutôt de qui est un supplément donc pour le LJ, qui donne donc plein de sites d'idées d'aventure, d'aventures en fait prêtes à jouer avec des lieux prêts à jouer. Voilà. Et donc il y avait dedans encarté justement le fameux écran que je vous ai montré, voilà, qui était encarté au milieu. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, parce que les idées de scénario, moi, je les ai pas trouvées extraordinaires, mais bon, si voilà, vous voulez faire de la SF classique, le supplément est intéressant. Il y a un supplément assez intéressant lui par contre sur donc les vaisseaux, parce que donc il y a un système de combat de vaisseaux qui est une déclinaison en fait du système de poursuite, hein, tout simplement. Mais là donc il y a les règles avec tous les modèles de vaisseaux, les créations de vaisseaux et comment améliorer son vaisseau, évidemment. Et il y avait un guide qui était sorti aussi, donc le Fringer's Guide sur la vie, comment dire, dans la frange, donc dans la bordure extérieure, si je puis dire. On n'est pas dans Star Wars, mais concrètement, on est quasiment dedans. Hein. Il n'y a pas de Jedi, quoi, c'est tout. Il y a la possibilité d'avoir des sabres laser. Bref, c'est très adaptable hein, quand même, comme monde. Il a ses spécificités, mais comme je vous dis, c'est très cyberpunk, puisque donc c'est des corpos hein, qui gèrent. Bon, dans Star Wars, c'est des corpos aussi. Des corpos planétaires, interplanétaires. Là, voilà. Donc on a la vie des personnages de la frange et comment, on va dire, les mettre en jeu et créer une thématique de campagne autour justement de cette frange de la galaxie où il peut se passer pas mal de choses. On peut faire des aventures plus, on va dire, dans l'ambiance mercenariat, contrebande, etc. Voilà, donc du classique, mais du solide, surtout que, comme je vous dis, le système de jeu, lui, est solide. Alors, après, les autres déclinaisons qui sont sorties... Décidément, je vais pas y arriver. À ce propos, je vais passer déjà à Blood Shadows.
Une Blood Shadows qui est sortie, donc il y a eu une troisième édition visiblement qui est sortie en 2016, mais World of Blood Shadows, donc c'est 94, donc un monde polar noir occulte dans un univers, donc c'est pas dans notre univers. Voilà, c'est un peu, on va dire, Hollywood avant Hollywood, avec donc cette déclinaison donc, du Masterbook donc, que je vous ai montré. Donc il y avait une boîte, hein, la boîte en question dont j'ai sorti le. Voilà. Mais il y avait donc le livret qui pouvait être, qu'on pouvait acquérir à part, tout comme le livret de règles. Alors, il y avait donc également aussi les cartes qui étaient dedans. Donc il y avait le système. Et c'est ça qui était intéressant. Donc là, par contre, je crois que dans la boîte que j'ai achetée, il n'y avait pas les dés. Bah oui, parce que parfois il manque toujours quelque chose. Mais au moins, il y avait les cartes. C'est déjà ça. C'était vraiment le principal. Et donc, c'est les cartes Masterbook, on va dire, génériques. C'est pas celles spécifiques de Storg ou de Shatterzone. Là, on est vraiment dans la déclinaison, on va dire, générique du système. Et donc celui-ci peut être utilisé vraiment pour toutes les déclinaisons du Masterbook. Donc si vous achetez une boîte de base, c'est pour ça que c'est intéressant, et que vous aimez comment dire, le système en question, vous voulez l'adapter à votre propre univers, ça et ça c'est suffisant, et 2D10 pour pouvoir justement vous débrouiller avec. Donc Blood Shadow c'est quand même une grosse gamme pour donc un univers, voilà c'est un monde d'horreur, mais vraiment d'horreur noir, polar, voilà, années 50. Donc vous avez voilà, la carte du monde qui est vraiment donc, comme une dimension spécifique. Et en dehors en fait des villes, vaut mieux pas aller à la campagne, et même parfois dans les villes, il y a des choses assez obscures et sombres qui rôdent. Voilà, des démons, des vampires. Voilà, il y a vraiment de tout en fait. C'est comme si vous décliniez en fait tout le, on va dire, le bestiaire horrifique dans une ambiance justement film noir, avec donc des magiciens aussi qui justement invoquent des démons. Une création évidemment spécifique qui est dans le livre de base. Comme je vous dis, donc il y a une édition qui est parue en 2016, donc c'est chez Précis Intermédia, qui elle, du coup, et qui a été déclinée, comment dire, dans un autre système de jeu. Qui s'appelle Giant Diversion, que je ne connais pas du tout. Mais bon, moi je vous le conseillerais plutôt, on va dire, dans ce système-là, parce que du coup, le système de magie, il est vraiment bien fichu. Parce que voilà, il y a vraiment tout un chapitre spécifique sur justement la magie, qui est vraiment bien fait. Moi, c'est toujours un système, en tout cas en termes de magie, que j'ai toujours bien aimé. Parce que voilà, il y a donc bah, il y a une compétence, on va dire, spécifique pour utiliser le sort, une connaissance également applicable. Il y a ce qu'on appelle donc le système de choc en retour, ce qui veut dire que quand on lance un sort, on doit vaincre quand même un minimum la difficulté pour lancer le sort, mais aussi, on va dire, le choc en retour, sinon on prend, comment dire, c'est le cas de le dire, donc un choc en retour du sort. Et après, on a la possibilité évidemment de jouer sur les paramètres du sort, donc que sont l'effet, la portée, comment dire, la vitesse à laquelle vous lancez votre sort, la durée sur laquelle il va comment dire, avoir effet, etc. Donc c'est quand même un système qui est très modulable, qui est très satisfaisant dans la mesure où vraiment vos sorts, vous pouvez les bidouiller. Bon, il faut quand même avoir un peu d'expérience pour commencer à faire ça. Au départ, vous commencez vraiment avec une liste de sorts que vous apprenez, et après, ces sorts-là, vous apprenez à les comment dire, lancer à l'improviste, enfin en improvisant. Vous pouvez après les créer aussi. Ces systèmes-là existent, ils existaient déjà dans Torg, et ils existent aussi, on va dire, dans les déclinaisons du système. Voilà, donc ça c'est si vraiment vous voulez jouer dans un univers, donc, comme je disais, de film noir, de polar, mais vraiment horreur. Horreur assez méchante quand même. C'est pas, on va dire, c'est pas de la comédie, c'est un univers quand même assez sérieux. Donc à vous de voir si cette thématique vous plaît, mais je trouve que c'était une déclinaison extrêmement, on va dire, originale justement du Masterbook System. Voilà. Il existe aussi en système D6. Parce que tous ces systèmes-là, enfin ce système Masterbook, après, ils ont eu leur propre déclinaison aussi, leur propre possibilité d'être adaptés en système D6 aussi. Ce qui a été valable voilà, pour Torg, pour Shatterzone même aussi. C'était assez simple puisqu'il suffisait d'utiliser le système Star Wars.
Voilà, il y avait des suppléments en tout cas, puisqu'il y avait dans la gamme de West Ham Game le livre de base spécifique standard pour le système D6 générique. Ils proposaient dedans les adaptations à leurs univers de jeu de leur gamme, évidemment. Donc en dehors de la boîte de base, du livre, spécifique, oui, j'en ai un deuxième, parce que j'ai acheté plusieurs lots de livres et j'ai trouvé la boîte après. Donc j'ai deux bouquins de base. Donc en dehors du bouquin de base de l'univers avec ces personnages pré-tirés, on est sur on va dire 160 pages environ d'univers. Il y a également Main Street avec son écran encarté dedans. Voilà, donc là c'est un livre qui vous décrit un peu l'univers des rues un peu sombres et sordides des différentes cités, parce qu'il y a plein de cités qui sont décrites, hein, il y a des suppléments spécifiques pour chaque cité. Il y a la description de lieux, des bars en particulier, des bars, des nightclubs que vous pouvez utiliser comme décor, avec leur PNJ spécifique, etc. Donc là, c'est vraiment pour ancrer complètement, on va dire, l'ambiance de la chose. Description également aussi de villes, voilà, par exemple avec le plan des villes et les descriptions des quartiers. Il y a vraiment plein de choses très sympas. C'est vraiment donc 10 suppléments de campagne. Donc voilà, ils mettent monde de fantasy noire. Le terme noir, évidemment, est en VF pour désigner le genre, hein, c'est le genre noir, donc le genre polar. Voilà, avec la description de la city d'Albredoura qui est dedans, et l'écran du MJ. Donc après, il y a un supplément dans un format un peu particulier sur la sorcellerie. Donc c'est un livre avec surtout des sorts, des créatures. On peut invoquer également beaucoup de créatures, hein, évidemment on invoque des démons, etc. On est vraiment là-dedans, des élémentaires. Donc le petit livre du magicien, voilà, donc il s'appelle Sorcerer Scriptsheet, voilà, Sorcerer Scriptsheet sorti en 95. Donc c'est vraiment purement des règles et des règles sur la magie et des listes de sorts. Donc Fires of Morn, donc celui-ci c'est un supplément. Qu'est-ce qui est dans c'est un scénario. Voilà, un scénario quand même assez gros, hein, presque une mini campagne de à peu près 126 pages. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire découvrir le monde de Blood Shadows. Voilà, on commence donc dans la ville de Célastos. Et donc, parce que Marle, c'est le nom de l'univers, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est l'univers de Marle. Et donc, voilà. Donc on a vraiment un côté très, très sombre, très polar, qui est quand même plutôt intéressant. Et c'était l'un des premiers en fait qui proposait justement ce genre d'ambiance à l'époque. The Unnatural. Donc là, c'est un catalogue purement de monstres, hein. Donc vous avez des descriptions de monstres avec leurs pouvoirs spécifiques, leurs illustrations, etc. Donc voilà, c'était quand même assez classique, hein, on va dire, de la manière dont se déclinait la gamme. Il n'y avait pas trop à aller chercher super loin. Après, donc les suppléments sur les différentes villes. Donc il y a Shadows of Célastos, qui donc là est à la fois c'est un recueil de scénarios en fait, qui se passe justement à Célastos. Donc il y a 1, 2, 3, 4 scénarios. Flight of Fear, The Lady is a Vamp, As That Glistens, Trail of Riches, et donc il y a à la fin donc, des nouveaux archétypes de personnages. Donc voilà, un recueil de scénarios et description de 2 villes, donc ce qu'ils appellent les City Books. Alors à savoir en plus que, bon, c'est ça qui était un peu dommage, c'est que, voilà, vous voyez, les illustrations sont pas très en accord avec l'univers, pour certaines, parce qu'ils prenaient en fait ce qu'on appelle des stocks, des images en fait qu'ils avaient achetées, des illustrations qu'ils avaient achetées, et qui collaient de manière un peu random sur certains suppléments. Ça s'est vu dans la gamme Torg,
Et donc dans les gammes Masterbook, en tout cas, ils l'ont fait aussi. Et ce qu'ils vont, voilà, vous avez quand même cette couverture-là. Si jamais, comment dire, vous savez d'où elle vient, c'est aussi la couverture, comment dire, comment dire, des romans de SF qu'on retrouve, comment dire, c'est l'une des couvertures de la version présente du futur de Burning Chrome. Si mes souvenirs sont bons. Mais je sais que cette illustration, je la connais, et donc elles étaient réutilisées comme, voilà, c'est ce qu'on appelle des stock images, pour donc faire des couvertures de supplément, alors que voilà, ils avaient peut-être pas assez de sous, et du coup, parce que voilà, ça n'a pas grand chose à voir avec l'univers de Blood Shadows, hein, les deux couvertures que je vous montre là. Mais donc on a la description donc, de deux villes très importantes en dehors donc, de Célastos, qui est décrite normalement dans le livre de base. Voilà, cette illustration-là aurait pu être une illustration pour Shatterzone ou pour Torg, hein, d'ailleurs. Il y en a eu aussi, hein, des stocks, des images de stock dans la gamme Torg. Donc voilà, description de la ville de Galatia, description complète avec leurs spécificités. Voilà, et c'était, voilà, ça vous donne un cadre de jeu supplémentaire. Tout comme donc aussi, donc c'est Padar aussi, pareil, description d'une ville. Et je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qui était sorti dans la gamme. Ouais, je crois que j'avais fait vraiment la collecte de toute la gamme. Alors, ensuite, une autre déclinaison en Masterbook qui peut paraître, comment dire, assez on va dire, particulière. C'est Tales from the Crypt, et oui, en système, donc Masterbook. Donc la fameuse série, donc les Contes de la Crypte, que beaucoup connaissent, qui avait donc des épisodes tout pourris, mais également des épisodes excellemment géniaux, parce que y avait des réalisateurs super connus, on va dire, derrière la caméra, et aussi des guest stars plus que intéressantes. Donc là, ça vous permet de jouer vraiment dans l'ambiance donc des fameux, de ces fameux, comment dire, pulp magazines des années 20-30, avec leurs histoires, on va dire, fantastiques. Donc là, on vous présente des idées d'aventure, évidemment, et comment spécifiquement émuler à peu près tous les genres possibles et imaginables, puisqu'il y avait des genres assez diversifiés, donc du monde du conte de la crypte. Rien de bien, on va dire, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo que ça existe, et du coup, je me suis dit, il me le faut, évidemment. Et ça, je pouvais pas passer, comment dire, à côté. Donc là, c'est juste utiliser le Masterbook System pour faire de l'horreur un peu comédie, pince sans rire, un peu humoristique. À vous de voir. Voilà. Donc c'est un supplément de 144 pages avec donc des archétypes spécifiques. Donc, par exemple, on a voilà l'archétype de la game designer, l'archétype donc de l'asylum escapee, donc l'échappé de l'asile, l'écrivain d'horreur, donc on peut jouer Stephen King, peut-être en moins bon quand même, l'executive, le petit crook, voilà, le cambrioleur un peu qui est pas très, on va dire, pas très efficace, ou un peu malchanceux, ou un peu loser. Le reluctant investigator, le reporter, voilà. L'unfaithful wife, le medium, voilà, et l'occultiste amateur. Donc vous voyez, c'est juste vraiment histoire de dire que ça existe. Alors il y a d'autres déclinaisons que je n'ai pas malheureusement. Donc il y a eu une déclinaison par exemple du Masterbook pour le Town Girl, le fameux comics qui a donné lieu à un film, qui est un film culte ou un gros nanar selon ce que certains diront. Voilà, il y a Necroscope aussi que je ne connais pas, mais qui a un univers pareil d'horreur assez particulier. Mais il y en a un quand même qui est à noter que j'ai dans la collecte, c'est le jeu de rôle en effet d'Indiana Jones, car ils ont fait une version d'Indiana Jones. Alors il y avait chez TSR, donc, puisque j'ai fait GURPS la semaine dernière, il y avait donc une déclinaison donc, de Conan, déjà chez TSR, voilà, qui avait fait donc, des scénars spécifiques Conan avec le système ADD. C'était ADD, je crois. Ouais, j'ai un doute, mais je crois que c'est ADD. Et ils avaient fait aussi des scénarios, enfin, ils avaient un jeu de rôle, comment dire, Indiana Jones, chez TSR. Et bien là, ils ont fait une déclinaison Masterbook Indiana Jones. Donc, pareil, sous forme de boîte. On pouvait quand même acheter
le livre de base de manière indépendante. Donc toujours les cartes, les fameuses mêmes qui étaient dans le système Blood Shadows. Ah, elles sont barrées les vilaines. Les dés spécifiques, donc là encore des dés moches, on va dire, voilà, bon ils sont pas terribles. Bon, voilà, on s'en fout. L'important c'est que vous preniez les 2 dés 10 qui vous plaisent. Donc on a dedans évidemment le bouquin de base, le livre de base, le livre de règles, c'est le même. 176 pages. Décidément, je vais mourir avant la fin. Et un livre d'univers spécifique, sachant qu'il y a eu aussi dans la gamme Indiana Jones des scénarios. Donc il y a eu un supplément de scénario qui s'appelle Adventures, un supplément sur des artefacts, on va dire évidemment, qui vont donner lieu à des idées de scénario. C'est un catalogue d'artefacts. Hein. Il y a eu donc Indiana Jones et et And the Rising Sun. Il y a eu donc le scénario Raiders of the Lost Ark, donc les aventuriers de l'Arche perdue également. Voilà. Et donc il y a eu aussi visiblement Indiana Jones and the Tomb of Templar, Golden Vampire, Temple of Doom, le fameux, on va dire tiré, je crois que c'est du jeu. Oui, c'est le Temple maudit. Indiana Jones and the Sky Pirates et Magic and Mysticism, The Dark Continent. Donc un supplément sur la magie, on va dire, africaine. Et donc, en un bouquin de 144 pages, vous avez de quoi, en fait, spécifiquement jouer dans le monde, donc aventure pulp, années 30, d'Indiana Jones. Ce qui vous est proposé dans la, on va dire, de base, c'est surtout de jouer, que qu'un des joueurs joue Indiana Jones et les autres, on va dire, ses acolytes. Voilà, son crush du moment et son porte-bagages, entre guillemets, ou on va dire un de ses amis qui va mal terminer, à vous de voir. Bref, c'est vraiment pour jouer de l'aventure débridée et très pulp, hein, vraiment dans l'ambiance. Et là, le système, par contre, s'y prête vraiment très très bien. C'est vraiment, voilà, le système, on l'a vu, marche très bien pour émuler, comment dire, de la magie, hein, parce qu'il a vraiment un système qui est bien fichu, mais il marche très très bien aussi pour émuler l'aspect, l'esprit d'aventure, on va dire, d'héroïsme. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez créer aussi votre propre groupe d'aventuriers qui va, on va dire, faire des quêtes un peu sur les pas d'Indiana Jones. Donc vous avez des règles on va dire, un peu plus comment dire, de création de personnages un peu plus spécifiques, quelques compétences supplémentaires, des avantages et des compensations supplémentaires sur tout l'équipement spécifique des années 30 qui vous est décrit, donc les véhicules, surtout les avions, les voitures, etc. Les armes, évidemment, il faut un petit peu adapter, on va dire, au genre et à l'époque. Et après, la description, évidemment, des personnages donc alliés. Donc voilà, vous avez les caractères d'Indiana Jones, évidemment, en système Masterbook. Marcus Brody, Salah, et vous avez les ennemis. Donc évidemment, le nazi, le Stormtrooper nazi de base, le gangster, les animaux aussi, hein, évidemment, les serpents, les tigres, les machins, tout ce que vous pourrez imaginer qui sera dans des aventures pulp. Voilà, donc de quoi faire. Ce dont vous avez peut-être toujours rêvé, c'est de rejouer de près ou de loin les aventures d'Indiana Jones. Vous avez la possibilité de le faire tout à fait avec ça. Voilà. Je crois que d'une manière ou d'une autre, même si ça a été un peu décousu au niveau de la présentation, puisqu'il a fallu que je vous présente les spécificités du système en vous présentant, on va dire, le jeu en même temps, et après donc la gamme, on va dire, et les différentes déclinaisons de la gamme. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que cette, on va dire, présentation du Masterbook System vous aura donné envie, vous aura montré qu'il existe des choses vraiment très spécifiques. Donc, en particulier, c'était le fameux Tales from the Crypt, quand même, le Indiana Jones, qui est quand même vraiment une déclinaison de la gamme qui est assez logique. Un jeu de SF quand même que moi je trouve plutôt bon parce que le système de jeu justement pourtant générique à la base s'y prête plutôt pas mal, avec un univers très classique, mais vous avez vraiment la possibilité très facilement avec le matos qui vous est donné de décliner votre propre univers. Et
avant qu'on ait l'excellent Hollywood, qui fera l'objet d'une revue, sûrement bientôt, d'une revue de la gamme. Blood Shadows, pareil, très intéressant en termes d'ambiance polar horreur, avec donc un système de magie qui est quand même très très bien fichu, selon moi, qui est donc voilà, hérité de l'excellent système de magie de Torg, enfin, surtout celui de la première édition, celui de Torg Eternity. Voilà, c'est autre chose. Je vous renvoie à ma vidéo sur Torg pour vous donner, que vous ayez mon avis sur Torg Eternity et sur Torg, qui bon, est un peu subjectif dans la mesure où Torg est un jeu que j'aime énormément, que je maîtrise depuis 30 ans. Et plus de 30 ans, ça fait même, là ça va faire 30, presque 32. Et donc voilà, c'est un jeu qui est dans mon cœur, vraiment de tout temps et de toute édition malgré tout. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur l'univers de Torg Eternity, mais j'aime moins, comment dire, la simplification qu'ils ont pu en faire du système. Bon, ça après c'est mon avis. Et je vous renvoie à ma vidéo pour un plus ample développement sur ce point. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la vidéo de la semaine, donc sur le système Masterbook et ses déclinaisons, enfin du moins celles que j'ai dans la bibliothèque. Et je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires si vous connaissez un petit peu ces jeux, ou que vous venez de faire des découvertes, que vous voulez peut-être des précisions, savoir si d'une certaine manière ça pourrait vous plaire. Ça reste du vieux, c'est des choses qui sont très très dures à acquérir, complètes, surtout avec les dés et les cartes pour ce qui est des boîtes. Voilà, c'est en anglais, ça n'a jamais été traduit, évidemment, à part Thor, qui a été traduit en français, mais le reste, on s'est passé complètement sous silence. Bon, faut dire, après, c'est des choses vraiment très spécifiques. Je pense pas qu'un jeu de rôle de Tales from the Crypt ait pu vraiment intéresser grand monde par chez nous, même si, on va dire, la série a eu beaucoup de succès, et je pense, et dans les esprits de tout le monde. Donc voilà, voilà, c'était Magna Magister donc pour le Masterbook System. Abonnez-vous, commentez, et donc on se retrouve donc la semaine prochaine, normalement pour un autre système de jeu générique, puisque je vous présenterai, je l'ai déjà fait, le système Rollmaster, mais là spécifiquement les déclinaisons donc SF et Cyberpunk, c'est-à-dire Space Master et Cyberspace, parce qu'il fallait bien que je vous en parle à un moment ou à un autre. Donc toujours un système générique, mais là pour faire du Cyberpunk et pour faire donc de la SF classique. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Tabula Rasa. Et jouez bien et jouez avec le système que vous voulez, dans l'univers que vous voulez, et avec les joueurs que vous voulez, pour faire des choses merveilleuses et toujours permettre à l'imagination de continuer à vivre ici et là. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!